L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Le Maroc au Sahel, quand l'avenir sort du passé, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, docteur Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Docteur Bakary Samb, beaucoup se sont exprimés sur les récentes initiatives du Maroc, notamment pour appuyer les pays du Sahel avec l'initiative atlantique de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Vous expliquez souvent dans vos écrits et lors de vos conférences que les relations entre le Maroc et cette région sont aussi anciennes que les grands empires qui ont fait la grandeur de l'Afrique. Pouvez-vous revenir sur cet aspect méconnu et qui pourrait mieux expliquer l'implication positive du royaume dans cette région ? Oui, il est vrai que les analystes qui perçoivent cette relation seulement sous le prisme d'un soft power marocain et d'un renouveau des relations internationales omettent pas mal d'éléments historiques très importants. C'est-à-dire que le Maroc était longtemps inscrit dans une tradition multiséculaire façonnée par des échanges culturels et religieux entre les deux rives du Sahara. Et je crois que c'est sur ce terreau-là que le Maroc a pu puiser dans cette tradition des éléments d'un soft power aujourd'hui qui facilitent les avancées diplomatiques et économiques. Et on se rappelle que les relations datent de très très longtemps. Les Mérinides de Fès, les Saadiens de Marrakech et ces échanges qu'il y a eu entre Tombouctou, Djenné, les grands centres culturels du Sahel avec le Maroc et en plus de la force des relations basées sur l'unicité du dogme religieux, les échanges autour du malikisme, les confréries soufis. Je crois que c'est un ensemble d'éléments historiques qui échappent à beaucoup d'analystes qui aujourd'hui s'étonnent de cette implication-là et qui en font une forme de nouveauté alors que ces relations sont toujours inscrites dans une continuité historique nourrie par des éléments culturels, nourris par un patrimoine commun entre le Maroc et ces pays du Sahel aujourd'hui. Très bien. Au-delà des relations bilatérales classiques ou de la coopération multilatérale, vous parlez d'une relation à forte dimension historique et humaine forgée à travers les siècles qui fonde la logique de l'approche marocaine comme un pays aperçu en apporteur de solutions. Pourquoi alors cet aspect n'est pas assez mis en évidence par les analyses contemporaines ? Oui, c'est-à-dire qu'on a déconnecté l'analyse des relations internationales des éléments historiques dont je viens de parler, depuis le Moyen-Âge, depuis le XVIe siècle, et même durant la colonisation française, où les relations culturelles et spirituelles avaient continué entre la ville de Fès et d'autres cités et d'autres régions de l'Afrique. Et même dans la construction africaine, il ne faut pas oublier quand même le rôle du groupe de Casablanca dans la naissance de l'organisation l'unité africaine devenue l'Union africaine. Et on se souvient lorsque certains parlent d'un grand retour du Maroc qui fut consacré lors du 28e sommet de l'organisation panafricaine à Addis Abeba, où le discours, on se souvient que le discours du roi a été teinté d'émotion avec cet extrait devenu mémorable lorsqu'il dit que l'Afrique est mon continent et ma maison. Et on se souvient, le leadership politique africain lui-même intègre cela avec l'Africain qui a eu votre concert Nadia Pakaro avec le président sierra-léonais Julius Maada Bio qui disait que ce retour du Maroc dans cette instance africaine et le nouveau rôle dans cette instance africaine était quelque chose de très très important pour l'Afrique et pour l'unité du continent. Donc je crois qu'il y a une absence aujourd'hui d'intégration des éléments historiques et des éléments humains de partage de longue date dans l'analyse des relations internationales qui fait que certains croient que ces relations sont nouvelles et que c'est une implication ex nihilo alors que ça s'inscrit dans la continuité de l'histoire.
Docteur Samb, pouvez-vous mieux expliquer la manière dont, je vous cite, le Maroc présente aujourd'hui tous les atouts pour assumer un rôle de bridge power dans cette Afrique changeant de statut et surtout la pertinence de son rôle dans cette région et dans le contexte actuel? Oui, dans cette analyse, il faut intégrer la capacité d'un État comme le Maroc à servir de pont entre plusieurs aires géographiques et régions géopolitiques, qui a pendant longtemps été une source de puissance dans les relations internationales. Et dans le contexte géopolitique mondial qui se caractérise par une certaine fragmentation, ce rôle marocain peut être d'autant plus important qu'il permet à cet État de détenir une carte importante dans la recomposition du monde à travers maintenant une capacité de servir de jonction entre la diversité des pôles et la multitude des allégeances qui marquent l'ordre international. Et je crois que le Maroc semble être bien conscient de cette donne aujourd'hui, et de même dans l'ordre international fragmenté qui accroît l'importance des États comme le Maroc, qui pouvaient assurer la fonction de bridge power, ce qui faciliterait les connexions à la fois géopolitiques et géoéconomique dans un monde qui garde encore un certain besoin d'interdépendance. C'est exactement ce qu'a voulu démontrer le roi à travers le roi du Maroc à travers l'initiative Sahel. Et je crois que le Maroc est conscient de ce rôle-là et de cette donne et met en avant sa position géographique, mais aussi surtout son capital symbolique qui ferait défaut à certains États. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci beaucoup.